mot sur le personnel. Le personnel, oui. Bien entendu, c'est le cabinet du président de la République et donc l'ensemble de ses conseillers et de leurs assistants qui vont quitter l'Élysée. Mais l'essentiel du personnel, c'est-à-dire notamment la moitié du personnel de l'Élysée, est composé de militaires, c'est-à-dire de la garde républicaine, de policiers, le groupe de sécurité du président de la République, de secrétariat. Tout ce monde-là va naturellement demeurer et se mettre au service du nouveau président de la République. Il y a aussi, ce qui ne change pas, c'est l'état-major particulier, qui est une cinquantaine de personnes qui s'occupent de toutes les transmissions sécurisées vers les chefs d'État étrangers, etc. Et donc, l'état-major particulier ne change pas. À un moment, le chef d'état-major particulier changera certainement, mais il reste. Pas aujourd'hui. Il reste. Et on a appris, c'est sans doute un hasard ou une coïncidence, on a appris il y a quelques semaines que la chancellerie allemande, pays de plus de 80 millions d'habitants, le fonctionnement de la chancellerie coûtait moitié moins cher que les services de l'Élysée. Vous avez sans doute tous vu cette étude. Est-ce qu'à votre avis, un président socialiste, Hélène Pilichowski, va avoir à cœur de réduire le train de vie de l'Élysée, qui est cher à un député socialiste d'ailleurs, M. Dosière, qui en parle fréquemment? Je ne sais pas, peut-être que François Dorcival le sait mieux, quelle est la marge de manœuvre du président élu en la matière. C'est-à-dire, est-ce qu'il peut alléger toute l'infrastructure élyséenne? J'en serais étonné. Mais il faut dire que le rôle du président de la République en France n'est pas tout à fait le même que celui du chancelier, ou a fortiori de la chancelière en Allemagne. C'est vrai que le président, on n'est plus en monarchie, mais quelque part, il est à la tête de toute la nation française. C'est un peu différent d'être simplement le dirigeant, si vous voulez. Il représente la nation française. Alors là, nos autres invités sont en train d'approuver ou de désapprouver bruyamment. C'est la monarchie, ce que je sais, c'est que François Hollande fera le minimum en la matière, hein, parce que lui, le décorum n'est certainement pas sa tasse de thé. Oui, bien sûr. La monarchie républicaine, les ors, les tapis rouges. Ça s'impose au président de la République. Je crois que Nicolas Sarkozy, quand il est arrivé, il y avait un peu plus de 1000 personnes. Aujourd'hui, ils sont un peu moins de 950. Tout ceci est devenu totalement transparent parce qu'il l'a voulu, lui, Nicolas Sarkozy, et que c'est la Cour des comptes qui, chaque année, remet un rapport sur la gestion de l'Élysée. Jusqu'alors, et la question se pose de savoir comment est établi le budget de la chancellerie en Allemagne, mais jusqu'alors, l'Élysée était réparti en différents budgets, dont les affaires étrangères, l'intérieur, la culture, etc. Et naturellement le ministère de la Défense. Donc aujourd'hui tout cela est réuni, rassemblé. Bien sûr que ce n'est pas un fanatique du décorum, mais le décorum s'impose au président. Oui, mais je pense qu'il fera quelque chose pour réduire un peu les dépenses. Il l'a commencé d'ailleurs en réduisant le salaire présidentiel de 30%. C'est déjà le signe qu'il n'a pas l'intention de vivre fastueusement et que l'Élysée soit... Il sera obligé de se déplacer, il sera obligé d'aller à l'étranger. Le Vélib, non? Pas de Vélib? Non. Ah oui, certainement, le Vélib et la baguette aussi. D'accord. Vous savez que l'Élysée achète son pain à l'extérieur. Tout à fait, avec le meilleur boulanger de Paris, qui a été élu il y a quelques jours. Regardez tous ce chronomètre à la droite de votre écran, alors que vous apercevez Catherine Sella qui est derrière elle, Mazarine Pinjot et M. Lamdaoui qui est à gauche, et qui est le grand ordonnateur de la logistique de la campagne de François Hollande, avec le regard interrogatif à l'extrême gauche de l'écran de Manuel Valls, et à la droite, vous apercevez évidemment Pierre Berger. Voyez donc ce chronomètre, 22 minutes et 4 secondes. Ce n'est pas innocent. François Bachy, la longueur de ces entretiens a souvent traduit ou trahi, pourrait-on dire, la nature des rapports entre le président sortant et le président élu. C'était 35 minutes en 2007 entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Et c'était assez court finalement. C'est sûr qu'entre François Mitterrand et Jacques Chirac, ça avait été un petit peu plus long, mais je ne me souviens plus exactement le nombre de... C'était 45 minutes. C'était 45 minutes. 45 minutes à 1 heure. Et alors, notre invité précédent, Jean-Luc Bianco, n'est malheureusement plus là, mais il s'était dit, les historiens avaient dit qu'en 1981, eh bien, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand avaient parlé de toutes sortes de choses, notamment du sort des heureux ou des malheureux canards de la mare de l'Élysée. Non, ça c'est Mitterrand et Chirac. Parce qu'ils avaient chacun un labrador, et François Mitterrand a demandé à Jacques Chirac que son propre labrador ne dévore pas les canards colverts. Voilà. Le labrador baltique. Oui. Et quand les canards ont été dévorés, eh bien Jacques Chirac les a remplacés. Voilà, il les a remplacés.
remplacé. Mais en 1981, maintenant on le sait parce que les mémoires ont été publiées, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont échangés de vrais secrets d'État en 1981. C'est-à-dire que Valéry Giscard d'Estaing a confié à François Mitterrand la préparation d'attentats venant d'Égypte contre Kadhafi. Il lui a parlé de la maladie de Léonid Brejnev, et puis nous étions encore avec l'existence de la peine de mort en France, et donc il lui a transmis le dossier d'un condamné à mort qui était celui de Philip Morris. Et il avait également autre chose concernant un dictateur assez remuant déjà à l'époque, qui était le colonel Kadhafi, me semble-t-il. Mais c'est ça, c'est les attentats qui étaient préparés par Sadat, et dans lesquels la préparation, nos services à nous, étaient relativement... On se